Merci beaucoup, cher ami. Bonjour tout le monde. Chers amis, chers collègues, sans perdre du temps, on a beaucoup de retard. Donc on va commencer par cette présentation sur la conduite à tenir devant le genou douloureux non traumatique. D'accord? Donc le genou douloureux. Donc c'est un motif c'est un motif de consultation qui est très fréquent. Donc ça c'est tout le monde, on voit des malades chaque jour pour les pathologies de genoux. La démarche diagnostique devant un genou douloureux, vous savez, donc repose sur l'interrogatoire, étape très très importante. D'accord. Après, il faut faire bien sûr un examen clinique. La ponction articulaire est un geste important en cas d'épanchement articulaire. Donc ça nous oriente vers pas mal de pathologies. Et bien sûr, on aura besoin de faire des radiographies standards. Systématique quand on a un genou douloureux, et bien sûr l'échographie qui prend de plus en plus d'ampleur dans les pathologies osteoarticulaires, et on aura recours à l'IRM et au scanner, parfois dans certaines situations qu'on n'arrive pas à expliquer par une couple radio-échographie. Donc un petit rappel anatomique est très très important. Donc, je crois que je vous rappelle un petit peu l'articulation de genou qui est faite en fait de deux articulations. L'articulation fémoro-patellaire avec ses deux compartiments internes et externes, et l'articulation fémoro-tibiale avec les deux compartiments internes et externes avec les ligaments. Vous voyez, le ligament latéral interne, externe et croisé. Et bien sûr, il y a l'appareil extenseur, le tendon quadriceps, le tendon patellaire. Donc on va voir ça. Donc pour vous rappeler un petit peu les différents tendons du genou, c'est très important. Vous savez, donc pas mal de douleurs de genou, ils sont dus beaucoup plus à une atteinte périarticulaire. Donc pour la face antérieure, il y a le tendon quadricepital, la patella, le tendon ou bien le ligament patellaire qui s'insère sur la pointe de la patella et la tuberosité tibiale antérieure du tibia. Et sur le côté latéral, c'est la bandelette iliotibiale qui s'insère sur le tubercule de Gerty, d'accord? Et bien sûr, il y a un nerf, le ligament collatéral latéral et le nerf fibulaire. Parfois, vous aurez des paresthésies sur la jambe. C'est possible que ce soit un problème au niveau de l'articulation tibio-péronière supérieure, ou bien tibio-fibulaire supérieure. La face médiale, vous avez le ligament collatéral médial, le semi-membraneux et la patte doigt, les tendons de la patte doigt, donc tendinopathie qui est fréquente chez les arthrosiques. Et en postérieur, donc il y a pas mal de tendons, le semi-membraneux, ça c'est le tendon du poplité, le tendon du biceps fémoral, retenez beaucoup plus ça. Donc en externe, il y a le biceps fémoral, et en interne, il y a le semi-membraneux et le tendon du biceps. Bon, donc on arrive à l'interrogatoire. On a dit que c'est une étape très très importante, donc ça nous oriente, si on fait un bon interrogatoire, on peut faire un diagnostic juste en interrogeant correctement le patient. Bien sûr, on doit se renseigner sur l'âge, beaucoup plus les tares du patient. Donc ça, je pense au traitement par la suite, l'hypertension artérielle, le diabète, les hépatopathies, sa profession, les sports pratiqués, d'accord, maintenant et avant. Et est-ce qu'il y a une notion de traumatisme il y a quelques semaines ou quelques mois. Et bien sûr, le motif de constatation le plus fréquent, c'est la douleur. La douleur, il faut préciser ses caractéristiques. Tout d'abord, premier élément à chercher, mécanique ou inflammatoire. Déjà, vous situez dans la pathologie mécanique ou inflammatoire. Je vous rappelle, une douleur mécanique, c'est une douleur qui est dure, d'accord, avec le maximum de douleur en fin de journée. Et la douleur inflammatoire, c'est une douleur qui est nocturne, qui réveille le patient la nuit, essentiellement la deuxième moitié de la nuit, et qui s'accompagne d'une raideur matinale de plus de 30 minutes. Le mode d'apparition de la douleur, est-ce qu'il est aigu, donc moins de 3 semaines, ou chronique, 2 ou 3 mois? Et bien sûr, il faut essayer d'évaluer la douleur par une échelle visuelle analogique de la douleur. C'est subjectif, mais c'est très important, beaucoup plus pour le suivi de traitement par la suite. Les irradiations de la douleur de genou, en général, il irradie très peu. Donc il peut irradier un peu, mais la face antérieure de la jambe, mais en général, là c'est juste pour vous dire, attention aux douleurs projetées. Les douleurs projetées de genou, par exemple les douleurs de la hanche, donc peut donner une douleur de genou. Et d'ailleurs, on le dit systématique, devant toute douleur de genou, il faut examiner la hanche. D'accord? Et bien sûr, attention à une chirurgie aussi, qui peut donner la même chose, donc une douleur au genou, en fait, due en fait à une chirurgie. Et bien sûr, le siège de la douleur, c'est à vos patients, à votre patient, que
qui doit le préciser le type de la douleur, mais le siège de la douleur, par son doigt. Ça va vous orienter. Hein. Donc, si vous dites donc j'ai mal sur là, vous êtes orienté vers le quadriceps ou bien le tendon patellaire. Donc là, si votre patient vous montre qu'il a mal avec la paume de la main sur la rotule, c'est beaucoup plus un problème, une pathologie rotulienne, très souvent une arthrose fémoro-patellaire. Donc là, vous voyez, donc si vous dites là, il a mal au-dessus de la rotule, c'est beaucoup plus le quadriceps. Ça, c'est la pointe de la rotule, très probablement une tendinite rotulienne. Là, au niveau de la fibrose tibiale antérieure, donc une tendinopathie rotulienne distale, ou bien chez l'enfant, ce qui est fréquent, ce qu'on appelle le syndrome du Schlatter chez l'enfant. Ça, c'est une pathologie fréquente chez l'enfant. En médial, si vous montrez avec sa paume de la main sur la face interne, c'est beaucoup plus une arthrose fémoro-tibiale interne. Donc là, vous voyez, donc là, c'est le ménisque. Donc on examine le genou un peu fléchi, 30 degrés de flexion. Le ligament latéral interne, s'il y a une notion de traumatisme ou quelque chose comme ça, donc c'est possible. Le ligament latéral, une malposition rotulienne, soit une rotule haute, un strabisme rotulien. Le plan sagittal, un genou flexum, un défaut d'extension de genou, ou bien un genou recurvatum, une hyperextension de genou. Donc je vais marquer quelques. Donc genou vagal, voilà. Donc jambes en parenthèse, en X, genou vagal, et genou recurvatum, c'est une hyperextension de genou. Ça, beaucoup plus, il est dû à une atteinte du ligament croisé postérieur. L'étude de la marche pour voir la boiterie à la marche. Est-ce qu'il y a une inégalité de membre inférieur? Ça aussi, c'est très important. Si j'ai jeune qui vient pour des pathologies mécaniques, il faut chercher l'inégalité de membre inférieur. C'est une cause fréquente, justement, de l'ordre de joue chez un sujet jeune. La position en position couchée, bien sûr, on va inspecter, donc comme tout examen, l'inspection comparative des genoux, la palpation, on cherche est-ce qu'il y a des penchements au niveau du genou, d'accord? On va rechercher les points douloureux électifs qu'on a vus au début, donc il faut essayer de palper l'interligne du membre tibial interne, du membre patellaire externe, les différents tendons et tout ça pour essayer de déclencher la douleur du patient, et bien sûr les touchés rotuliens, donc on subluxe la rotule, et on palpe la facette latérale de la rotule en externe et en interne. Si on déclenche la douleur, c'est beaucoup plus une pathologie rotulienne. L'étude de la mobilité, vous savez, la mobilité du genou, il n'y a que la flexion, l'extension est nulle, donc il faut essayer de faire ça. Et on mesure une distance talon-fesse. La distance talon-fesse, ça nous oriente un petit peu, ça nous donne une idée sur l'intensité ou bien l'importance de la douleur. On dit distance talon-fesse à 20 cm, il est nul, normalement il est nul. Normalement, on touche la fesse par le talon. Recherche de mouvements anormaux, les tiroirs, laxité, l'hyperlaxité ligamentaire interne ou externe, et bien sûr les tests méniscaux si vous avez des éléments en faveur, s'il y a un blocage par exemple en flexion, un vrai blocage, donc il faut bien sûr faire ces tests-là, l'ACMAN et le grain des tests, c'est plus facile, et bien sûr il faut voir à la fin mesurer le périmètre du quadriceps. D'accord? Donc il y a le quadriceps, c'est un muscle très fort, rapidement, une fois que le genou il est un peu immobilisé, qui ne marche pas, rapidement il est souffrant, donc il y a une amyotrophie quadricipitale. Le tiroir antérieur, donc je vous rappelle ce qu'on fait, genou, patient en décubitus dorsal, genou fléchi pratiquement 90 degrés, vous voyez le médecin pratiquement sur le pied pour qu'il ne bouge pas, et on fait des moments de translation pour voir est-ce que les os de la jambe viennent chez le médecin, d'accord? Et le grain des tests, patient en décubitus ventral, genou fléchi à 90, et on imprime rotation interne pour le ménisque externe, rotation externe pour le ménisque interne. Donc si vous déclenchez la douleur, probablement c'est une lésion méniscale. Bien sûr, en fonction du contexte, quand il s'agit d'une douleur inflammatoire avec ou sans épanchement articulaire, là il y a d'autres choses à chercher, les signes généraux, très importants, la fièvre, les frissons, une porte d'entrée, les signes extra-articulaires. D'accord? Donc, absolument, il faut chercher est-ce qu'il y a d'autres signes extra-articulaires qui accompagnent cette chronologie inflammatoire, à savoir, je ne sais pas, des signes digestifs, des signes cutanés. Donc, on verra un petit peu les étiologies de ce type de douleur. Et bien sûr, il ne faut pas se limiter au genou, il faut examiner les hanches. On a dit, une douleur de genou peut être due à une pathologie de la hanche, et le rachis aussi, il faut l'examiner, et bien sûr, systématique, on dit, il faut faire un examen somatique complet. Donc, les 10 appareils. La ponction articulaire, on a dit, c'est un complément de l'examen clinique.
En cas d'épanchement articulaire, donc normalement, et surtout en cas de douleur inflammatoire, normalement il faut faire une ponction articulaire, sauf qu'il faut la faire avec dans des conditions d'asepsie très rigoureuses. Parce que c'est un geste simple qui peut devenir très très grave. Parce que là, on va carrément mettre l'aiguille à l'intérieur de l'articulation. Si vous ne faites pas l'asepsie, vous pouvez transformer quelque chose de très simple, une position congestive d'arthrose, à une arthrite septique qui est beaucoup plus grave. Et bien sûr, au terme de l'examen clinique, en principe, une fois qu'on a interrogé et examiné, à la fin, on sera capable de dire ce patient, il a une pathologie mécanique, une pathologie inflammatoire. D'accord? Donc ça, je pense que c'est... Bien sûr, on a dit éliminer cette pathologie de la hanche, une cruralgie, une phlébite, attention aussi à une phlébite. Et bien sûr, après ça, on va demander des radiographies standards de l'articulation atteinte. Donc les radiographies systématiques à demander, c'est la radiographie des genoux en charge, toujours en charge, face chausse, c'est en face flexion à 30 degrés pour voir les compartiments postérieurs. D'accord? Donc l'arthrose parfois il peut commencer en postérieur. Si on fait que la face, on peut passer à côté d'une arthrose débutante. Il y a une incidence fémoro-patellaire 45 degrés et le profil en charge. Biologie, en principe, en cas de douleur mécanique, rien, on ne va rien faire, sauf si, à mon avis, il faut quand même faire un bilan de terrain, voir un peu le foie comment il est, le rein, parce qu'on sera amené à donner des médicaments au long cours. C'est des patients qui ont une arthrose par exemple, c'est des patients qui ont besoin de sondagiques et au long cours pratiquement, donc il faut mieux avoir une idée sur le foie comment il est, le rein comment il est, et bien sûr prendre de l'heure inflammatoire, ça c'est clair, donc il faut faire un bilan inflammatoire et un bilan orienté, un bilan étiologique orienté, donc on le verra par la suite. Au terme de ce bilan clinique, radiologique, là, on sera capable de dire, voilà, on est devant une pathologie mécanique ou inflammatoire, et donc là on va chercher un peu les étiologies des douleurs de genoux mécaniques ou inflammatoires. Donc là les étiologies, en fait, je les ai mis comme ça, en fonction de la radiographie, pour faciliter un petit peu la tâche, parce que sinon on va faire une citation de différentes étiologies. Donc on va voir les étiologies mécaniques avec radiographie anormale, les étiologies mécaniques avec radiographie normale et les étiologies à sémiologie inflammatoire. Je passe en fonction, parce que là on va raisonner sur la radiographie. Pour les radiographies anormales avec un interligne pincé, bon, la cause la plus fréquente c'est la monarthrose. C'est la cause la plus fréquente. Donc là, vous avez les radiographies en charge. Vous voyez, donc qu'est-ce que vous voyez là? Donc genou droit, genou gauche. Donc il y a un pincement de côté du fémoro-tibial interne. Même de côté droit, mais beaucoup plus de côté, ça sur gauche. Vous voyez quand on met le chousse, vous voyez? Donc là, on voit l'interligne qui est tout à fait normal là, on le voit un peu pincé, et le pincement est beaucoup plus important sur le chousse. C'est-à-dire, si vous faites que les radiographies face, vous pouvez passer à côté, vous dites, vous allez dire aux patients, bon, ça va, les radios sont normales, alors qu'il a une bonne arthrose. Et le défilé fémoro-patellaire, donc ça c'est, voilà, c'est l'articulation normale. Et voilà, donc c'est l'arthrose fémoro-patellaire externe et une arthrose fémoro-patellaire interne. C'est pas la peine de demander 30, 60, 90, c'est pas bien. 45 degrés, c'est plus facile pour le technicien aussi. Et ça donne pratiquement les mêmes renseignements que 30, 60, 90. Quelqu'un qui a une douleur mécanique aiguë, il a très mal, d'accord? Et vous faites les radiographies, elles sont anormales, mais avec un intérêt articulaire qui est normal. On a dit la cause la plus fréquente, c'est l'arthrose, mais vous ne trouvez pas d'arthrose sur la radiographie. Mais il faut bien voir les radios, il faut voir l'os aussi. Hein. Pas que l'intérêt, il faut voir l'os. Donc l'algodystrophie, donc les étiologies qui donnent une radiographie anormale avec un intérêt normal, l'algodystrophie, l'ostéonécrose du condyle fémoral interne, l'ostéochondrie, il y a plusieurs pathologies, mais là c'est l'interrogatoire qui va vous orienter vers ces étiologies. Donc voilà, donc l'algodystrophie. Donc on ne va pas citer toutes les étiologies parce que c'est que 20 minutes, je ne peux pas m'étaler. Sur la radiographie d'algodystrophie, d'ailleurs le contexte il est particulier. C'est-à-dire donc l'interrogatoire déjà vous avez en tête quoi le mot c'est algodystrophie. Donc si vous avez un antécédent
de traumatisme, quelqu'un qui a eu un traumatisme il y a quelques semaines, quelques mois, d'accord? Quelqu'un qui a eu un traitement orthopédique et qui vient d'enlever son plâtre, c'est possible. Quelqu'un qui prend très médicamenteuse un traitement antivacellaire par exemple, des antirétroviraux, et parfois quelqu'un qui est suivi pour une algodystrophie du pied et qui vient pour un genou. Il y a des algodystrophies qui migratrices. Et la radiographie, voilà ce qu'on voit. L'interligne est tout à fait normal, mais vous voyez là, c'est déminéralisé. Une déminéralisation en général qui est mouchetée. Déminéralisation mouchetée de l'os. Donc ça, c'est l'algodystrophie. Mais le contexte qui vous oriente, c'est la clinique déjà. L'ostéonécrose de conduit fémorale interne, c'est très souvent, soit ça aussi, c'est des terrains particuliers. C'est quelqu'un qui est suivi pour une arthrose depuis longtemps, une arthrose fémoro-tibiale interne un peu avancée, et un jour il vient, j'ai très mal au niveau du genou, vous examinez le genou, il n'y a pas d'épanchement, il n'y a rien, il faut penser à l'ostéonécrose de conduit fémorale interne, vous voyez là. Donc c'est une perte de la sphéricité du condyle, donc c'est ce petit décroché là, c'est l'ostéonécrose. Là c'est un stade, on est à un stade tardif. L'ostéonécrose au début, il faut une IRM, donc on va le voir. Soit quelqu'un qui est sous corticoïde par exemple, ou bien un traumatisme aussi de genou qui peut donner l'ostéonécrose, ou bien quelqu'un qui suit pour des étiologies de dystrophie, une hémoglobinopathie par exemple. Des étiologies mécaniques avec radiographie normale. Donc genou, mais les radiographies elles sont tout à fait normales. C'est la pathologie, les pathologies tendineuses dorsales. Il a mal, mécanique, mais la radiographie, il n'y a rien sur la radio. Donc, soit probablement c'est un problème tendineux au dorsal. La pathologie méniscale, la golarthrose débutante, on voit rien. La chondromatose synoviale, les pathologies secondaires et une coagulopathie, l'hémophilie par exemple. Attention, il faut, sujet jeune, qui vient pour un gros genou, de l'ordre mécanique, il faut penser à l'hémophilie. L'algodystrophie débutante, l'ostéonécrose débutante et les fractures secondaires. Donc ça au début, donc on va rien voir sur les radiographies secondaires. Pour la pathologie tendineuse, là on a dit l'échographie a pris beaucoup de place dans la pathologie tendineuse. Et donc là, vous aurez besoin bien sûr d'un échographe avec une sonde linéaire haute fréquence, 7,5 jusqu'à 13, et on examine le genou en demi-fléchi, à 30 degrés de flexion. Là, les tendinopathies patellaires, voilà donc un tendon normal, ça c'est la patella, le tendon patellaire, ou bien le ligament patellaire. Là, vous voyez de ce côté-là donc un tendon qui est épaissi ou épogène, avec même la corticale de l'os qui est irrégulière. Donc c'est une tendinopathie rotulienne proximale. Donc on peut faire le Doppler qui va vous montrer, même c'est une tendinopathie très active au Doppler. Là, c'est de l'autre côté, tendinopathie patellaire mais distale, la tuberose tibiale antérieure. Vous voyez, le tendon normal est là. Là, c'est un peu épaissi, hypoépogène. Les bursites, donc on peut avoir ces bursites-là. Vous voyez, donc ça, c'est le ligament patellaire sur la tuberose tibiale antérieure. Et là, c'est un petit épanchement, une formation hypoépogène. Donc, il peut être au-dessous ou au-dessus de tendon. Là, c'est au-dessus, donc ça c'est le ligament patellaire, c'est au-dessus. C'est une bursite suprapatellaire, donc avec un petit Doppler. Donc les bursites aussi, c'est fréquent les bursites. Donc il faut penser aux bursites. Les tendinopathies de la patte doigt, voilà le côté normal, le côté pathologique, avec même une bursite à ce niveau-là, donc un petit épanchement entre les différents tendons de la patte doigt, avec un Doppler positif. Comme quoi l'échographie nous oriente bien comme il faut et on fait un diagnostic exact. Les tendinobursites de sillon-branneux, on a dit, c'est en postérieur et en interne. Et ça aussi, c'est des douleurs postérieures du genou. Absolument, il faut faire une échographie pour voir. Il y a pas mal de tendons qui sont. Syndrome d'essuie-glace, un épaississement d'avant-tête tibiale. On peut voir le ligament collatéral latéral aussi, donc qui est distendu. Un petite mobilité avec même le collet, la communication avec l'articulation. Les étiologies mécaniques avec radiographie normale, intérêt de lire.
absolument, il faut faire une IRM dans ces cas-là. Il faut trouver l'explication à cette douleur mécanique avec la radiographie normale. Donc là, une lésion méniscale, une fissure méniscale. Donc ça, c'est le contexte aussi. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport, une entorse de genou. Là, la chondromatose synoviale, c'est une métaplasie de la synoviale qui fabrique du chondrome au lieu d'une quille articulaire. Donc ça, c'est l'IRM au stade de chondromatose. Parfois, après, il sera une ostéochondromatose. On va voir les ostéochondromes sur la radiographie standard. Pour l'algodystrophie, on a dit les pathologies, l'algodystrophie, l'ostéonécrose et la fracture chondrale, ça, c'est l'IRM qui va faire le diagnostic. Absolument l'IRM. Et on va voir un petit peu la scintigraphie aussi, hein, quand on n'a pas la possibilité de faire une IRM, on peut faire la scintigraphie, mais c'est un examen qui n'est pas spécifique. Pour les étiologies assimilées inflammatoires, on a dit le contexte clinique est primordial. Chercher les signes accompagnateurs, c'est très important, les signes généraux, les signes articulaires. La ponction articulaire est obligatoire, systématique. Et bien sûr, il faut faire un bilan inflammatoire et immunologique orienté. Donc, en cas d'une monarthrite aiguë de genou, donc ça je vous rappelle rapidement, tout d'abord, c'est l'infection septique. Donc, un germe spécifique, non spécifique, c'est ça la hantise, c'est une urgence médicale, il faut traiter rapidement le patient, il faut hospitaliser, traiter rapidement, d'accord? Donc, peut-être dû par exemple au germe spécifique, la tuberculose aussi, ça peut donner, quoique c'est beaucoup plus aigu au chronique. Les post-infectieuses, les arthrites réactionnelles, le rhumatisme post-toxique, métabolique, goutte et la convocation articulaire. Donc une femme âgée qui vient pour une douleur de genou avec un genou qui est tuméfié, rouge, chaud et tout ça, c'est le premier diagnostic, c'est le métabolique. Convocation articulaire. Les rhumatismales, bien sûr, la polyarthrite, elle peut commencer par une atteinte monoarticulaire de genou. C'est possible. La spondylarthrite, c'est classique. Un sujet jeune qui vient pour une monoarthrite de genou, d'accord, sans fièvre, il faut penser à la spondylarthrite ankylosante chez un sujet jeune de sexe masculin, le rhumatisme psoriasique et toutes les conjonctivites. Vous savez, toutes les conjonctivites commencent par l'atteinte articulaire et donc ça peut commencer par une atteinte de ce genou. L'étiologie, donc ça c'est la même chose, donc on a comme aussi. Pour les monarthrites subacqueuses chroniques, ça c'est la tuberculose, attention à la tuberculose, la brucellose, les arthrites réactionnelles toujours, on peut donner les affections rhumatismales, comme ce qu'on a dit, la maladie B7, sarcoïdose, B7 aussi, monarthrite chronique de genou, il faut penser au B7. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut chercher les signes accompagnateurs. C'est ça qui va vous orienter vers l'étiologie de cette monarthrite de genou. Les étiologies plus rares, la synovite binodulaire, donc c'est une tumeur de la synoviale, une tumeur bénigne de la synoviale, l'osteochondromatose, l'ostéomostoïde. Il ne faut pas oublier l'ostéomostoïde aussi. De l'heure inflammatoire de genou, l'examen normal, radiographie normale, il faut penser à l'ostéomostoïde, beaucoup plus chez un sujet jeune. Donc, qui peut se céder soit au niveau du ciel inférieur du fémur, soit au niveau du plateau tibial chez le sujet jeune. L'enfant, c'est beaucoup plus au niveau du plateau tibial. Une tumeur synoviale bénigne, les synovérosarcomes et les tumeurs osseuses bénignes ou malignes de voisinage. Et je termine par ça, qui va résumer un petit peu tout ce qu'on a dit. Genou de l'euro non traumatique, mécanique, radiographie anormale, interligne pincée, c'est l'arthrose. Interligne normale, c'est, on a dit l'IRM pour chercher l'algodystrophie, pagère, l'ostéonécrose, l'ostéoarthropathie hypertrophique. Radiographie normale, donc là il a divisé, donc c'est un schéma que j'ai emprunté à M. Gaudin Philippe, je trouve qu'il est bien résumé. Il a vu en fait moins de 40 ans, plus de 40 ans. Donc, tous les cas, il faut faire une IRM ou bien une arthroscopie, scintigraphie pour voir ce qu'on a dit l'ostéonécrose, l'algodystrophie ou bien une lésion méniscale. Inflammatoire, c'est les remèdes inflammatoires, l'infection, comme on a dit, systématique au premier. Monoarthrite inflammatoire, d'abord l'infection au premier, parce que, comme on a dit, c'est une urgence médicale, il faut traiter de façon adaptée pour votre patient. Et je vous remercie. Monsieur le professeur, on va prendre deux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant d'enchaîner avec la deuxième présentation? Oui. Merci professeur pour cette brillante présentation. Nous devons un épanchement articulaire important. Si
on n'a pas la possibilité de faire un examen bactériologique, est-ce qu'on est en droit de faire une ponction devant un débranchement articulaire du genou? Oui. Si on n'a pas la possibilité de demander un examen bactériologique, est-ce qu'un médecin généraliste a le droit de faire Une fonction toute seule, évacuatrice. pour soulager le Non, normalement, chaque fois qu'on fonctionne, il faut analyser. C'est important. Vous savez pourquoi? Parce que, bon, quand les fonctions sont très importantes, quel que soit. Quand les branchements est important, c'est donc un problème mécanique, d'accord? Par exemple, les arthroses, vous savez qu'on les scie avec un débranchement, c'est ça. Donc il n'y a rien qui vous oriente vers, je ne sais pas, l'infection. Mais l'infection, toujours, c'est notre hantise. Hein. Quand il y a une seule articulation qui est avec des scies inflammatoires, un débranchement, toujours, il faut éviter l'infection. Et du coup, l'examen bactériologique est très important. Si on fait la fonction, il faut juste convaincre le patient et dire que c'est important pour le reste du traitement de faire l'analyse comme ça. Pour faire les choses dans les normes, quoi. Parfois, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens, il faut, mais c'est sa santé. Hein. Cette question. Merci, professeur. Alors, pour les inégalités des membres inférieurs, vous avez dit qu'on demande un bilan radiologique. Je voudrais savoir quel bilan radiologique à faire. Est-ce que c'est un bilan centré sur le bassin ou autre? Deuxième question, quelle est la différence tolérée pour dire que c'est une inégalité significative? Troisième question, rapidement, ostéo-postéroïde avec bilan radiologique normal, j'ai pas compris. Par la dernière, ostéomosuite, on voit rien pratiquement sur la radiographie standard. Parfois, on peut voir dans certaines situations, mais très souvent, la radiographie est tout à fait normale. Et donc là, il faut penser à ce diagnostic-là et faire la scintigraphie aussi. C'est la scintigraphie qui va donner une fixation, un spot, d'accord? Et qu'on va compléter par un scanner qui va nous montrer le nénus. Et sinon, la radiographie standard, très souvent, il est normal. C'est un diagnostic qu'il faut y penser. Quand on y pense, il faut faire la scintigraphie pour faire exactement le diagnostic de certitude. Deuxième question, l'inégalité des membres inférieurs. Il faut faire un bilan radiologique. Bon, je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai dit il faut faire, bien sûr. J'ai dit que de l'heure de jour, c'est un sujet jeune, il faut penser également à l'inégalité des membres inférieurs. Et bien sûr, là, c'est une inégalité, il faut voir l'hémorragisme, on va voir l'hémorragisme. C'est une inégalité, donc c'est un problème également de la psychologie. On fait des radiographies de l'orachisme, et parfois même le pangonogramme, d'accord, pratiquement la radio qui prend tout le membre inférieur, et à partir de 1 cm, on corrige à partir de 1 cm. Si vous avez une inégalité de 5 mm, c'est rien. Il y a une question, je crois, à laquelle je n'ai pas répondu. C'est bon? Exceptionnellement. S'il vous plaît, au médecin général, s'il n'y avait qu'une incidence radiologique à demander, laquelle? Très très bonne question. C'est chose. C'est la meilleure. La cause est toujours Oui, bien sûr. C'est-à-dire l'arthrose est ce qui complique la mésectomie. Absolument. Donc 4-5 ans après mésectomie, vous allez faire l'arthrose. Et d'ailleurs maintenant on parle d'économie méniscale. Donc il ne faut pas toucher au ménisque. Sauf c'est vraiment il y a une os dessous. En dehors de ça, il ne faut pas toucher au ménisque. Je m'excuse, on a pité sur le temps. Donc, merci monsieur le professeur Abdullah, professeur de CHU de Rabat, capitaine ministère professeur. Nous allons enchaîner par la deuxième présentation du syndicaliste par le professeur Abdullah Moulaoui, chef de service de rhumatologie acute à l'unité 2005 et le président de la Société marocaine de rhumatologie. Alors, la parole est professeur. Merci, cher ami. Donc, à mon tour de parler d'un sujet très fréquent, un motif de consultation très fréquent en médecine générale, à savoir les cervicalgies.
Je rappelle que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. On estime que pratiquement 2/3 des gens feront un jour ou l'autre des douleurs cervicales. Alors pourquoi? Parce que en fait, le rachis cervical est une zone qui est très mobile, qui ne se repose pratiquement pas. Quand vous avez mal au genou, en général, on peut se mettre en position assise et les reposer. Le rachis cervical bouge pratiquement toute la journée et il ne se repose que la nuit quand on dort, et à condition d'avoir un oreiller de bonne qualité. Alors on bouge pratiquement la tête jusqu'à 600 mouvements par heure, ou bien un mouvement toutes les 6 secondes. Donc vous imaginez que c'est ce qui explique la grande fréquence des lésions arthrosiques au niveau cervical. Alors un syndrome récent, de description récente, c'est les smartphones et leur impact négatif sur le rachis cervical. Alors tout le monde maintenant est collé sur son smartphone. Et vous voyez le poids que supporte le rachis cervical en fonction de l'angle du rachis cervical. Vous voyez qu'en position neutre, on est à 5 kg et ça peut être multiplié par 5 lorsque on a la tête complètement penchée en bas. Et donc ceci va expliquer que pratiquement au-delà de 30 ans, tout le monde a des petites lésions dégénératives sur la radio. Et c'est le principal message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas coller à l'arthrose cervicale toutes les douleurs cervicales. L'arthrose cervicale est pratiquement quasi constante au-delà de 30 ans. Alors, la prévalence cervicalgie varie beaucoup en fonction de l'âge, et vous voyez d'ailleurs que le maximum de gens qui consultent pour des douleurs d'origine cervicale, c'est plus dans la catégorie d'âge 40-50 ans. Alors que l'arthrose, évidemment, sa prévalence augmente de façon nette avec l'âge, ce qui est en faveur que, en fait, ce n'est pas toujours l'arthrose qui est à l'origine des douleurs cervicales. Petit rappel anatomique rapide, donc les vertèbres C1 et C2 ont une anatomie assez particulière et une pathologie d'ailleurs très particulière. Il y a une pathologie qu'on voit dans la polyarthrite rhumatoïde qu'on appelle la luxation atromico-axonidienne. Donc ça, je ne vais pas détailler ça. De C3 à C7, les vertèbres ressemblent à ça. Donc ça ressemble aux vertèbres classiques que vous connaissez, sauf que voilà, il y a des trous transversaires ici où vont passer les artères. Alors il y a des éléments de voisinage qui sont hyper importants à connaître. Donc vous avez la moelle cervicale qui passe dans le canal rachidien, vous avez les racines qui sortent dans les trous de conjugaison, et vous avez les artères vertébrales qui passent dans les trous transversaires. Alors ce qui fait que donc, on peut avoir aussi des étiologies en rapport avec la compression de ces 3 éléments. Donc rapidement, pour rentrer dans le vif du sujet, comme ce qu'avait expliqué tout à l'heure le professeur Bizas pour le genou, c'est à peu près la même démarche. Première des choses, c'est d'essayer de séparer est-ce qu'on est dans la pathologie mécanique ou dans la pathologie inflammatoire. 95% des étiologies des douleurs cervicales, c'est la pathologie mécanique qu'on va appeler grosso modo cervicalgie commune. On va y mettre toutes les anomalies mécaniques, dégénératives ou autres. Alors ça peut se manifester de différentes manières, cervicalgie aiguë ou chronique, ou par compression des éléments de voisinage. Mais le plus important, c'est de ne pas passer à côté des cervicalgies symptomatiques qui peuvent être révélatrices d'étiologies graves, cancéreuses, infectieuses, etc. On va y revenir tout de suite. Mais avant tout ça, 2 choses à ne pas, 2 erreurs à ne pas commettre. Premièrement, quelqu'un qui consulte pour des cervicalgies, attention, est-ce que c'est vraiment le rachis cervical ou est-ce que c'est autre chose? Et donc, deuxièmement, attention, est-ce que c'est quelque chose de grave? Avant de retenir juste cervicalgie commune ou arthrose cervicale comme étiologie. Donc, comme ce qu'il a dit tout à l'heure, ça va passer par l'interrogatoire à l'examen clinique. Donc un bon interrogatoire, généralement, à la fin de l'interrogatoire, on est déjà orienté vers l'étiologie. Donc l'âge, la profession, les activités physiques, les antécédents, les circonstances de survenue. Je passe sur ça, l'utilisation d'ordinateurs, les malpositions, la station assise prolongée. Cherchez toujours
le contexte psychosocial un petit peu, est-ce que voilà, il y a un syndrome dépressif, est-ce qu'il y a des conflits, etc. Je vais y revenir tout à l'heure. Analyser correctement la sémiologie de la douleur, c'est très important, mécanico-inflammatoire, on a dit. L'ancienneté, les irradiations, le siège, est-ce qu'il y a des signes accompagnateurs, des céphalées, dysphagie, des vertiges, ainsi de suite. Une altération d'état général, de la fièvre, évidemment, tout ça c'est des symptômes importants, un terrain anxio-dépressif, qu'il soit traité, connu ou pas. L'examen physique est important, donc inspection, on va voir la statique rachidienne, la palpation des muscles, des épineuses, la mobilité globale du rachis. L'examen des épaules, c'est très important, l'examen neurologique, et puis évidemment l'examen général. Alors, on aura besoin d'examens complémentaires, mais rien n'est systématique. Si vous avez juste une cervicalgie aiguë de caractère mécanique, on peut démarrer un traitement sans rien demander du tout. Si on est plutôt dans le cadre de cervicalgie chronique, là il faut passer au moins par la radio standard, pas pour chercher une arthrose cervicale qui va être forcément là, mais plutôt pour ne pas passer à côté d'une cause chronique. C'est surtout ça, les radios. Et puis, exceptionnellement, on aura besoin d'autres examens, biologie, scanner, IRM, CT, etc. Ça, ce sera en fonction du contexte. Donc, rien n'est systématique, tout en plus radio standard, et les autres, c'est en fonction de la clinique. Alors, ce qui n'est pas le rachis cervical, la liste est très longue. Le principal diagnostic différentiel, c'est les pathologies de l'épaule. Donc, bien examiner l'épaule, les tests de l'épaule, la pathologie de la coiffe. Alors, vous voyez, la liste est longue. Bon, les autres causes sont plutôt rares. Attention aux adénopathies cervicales, etc., qui peuvent aussi se révéler par des douleurs cervicales. Je passe rapidement sur ça. Par contre, rechercher ces symptômes-là, ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Devant le moindre de ces symptômes, là, l'attitude va changer, on va demander un bilan directement plus poussé. Donc le caractère inflammatoire de la douleur, évidemment, une douleur qui réveille la deuxième moitié de la nuit, qui s'accompagne d'une réunion matinale prolongée, quand il y a de la fièvre, une altération d'état général, quelqu'un qui a fait récemment un cancer, quand il y a un déficit neurologique, et puis si jamais le malade a déjà un bilan, où il y a un syndrome inflammatoire, ou des radios suspectes, où il y a une ostéolyse, où il y a quelque chose, il y a un tassement vertébral. Un tassement vertébral au niveau cervical n'est jamais ostéoporotique. C'est toujours révélateur de quelque chose de grave, cancer, méta, etc. Voilà par exemple des cervicalgies inflammatoires chez un patient où on fait l'IRM, on tombe sur un lymphome qui envahit toute la vertèbre et l'arc postérieur. Alors à côté des drapeaux rouges, il y a ce qu'on pourrait appeler des drapeaux jaunes qui vont, alors il y a toujours pratiquement une interconnexion avec des facteurs psychologiques. Je vous ai mis la statue de celui qui soulève ses problèmes sur son dos, ça vient de là aussi. Quand on a trop de problèmes sur le dos, sur les épaules, ça influence les douleurs. Donc toujours rechercher un petit peu ce contexte psychosocial, les troubles du sommeil, la notion de conflit dans le couple, dans le travail, ainsi de suite. Une personnalité anxieuse ou dépressive, il y a toujours une interaction avec... souvent, même les gens qui ont une arthrose cervicale, etc., la douleur est aggravée par ce contexte-là. Donc, comment se manifestent les cervicalgies communes? Donc, je vous l'ai dit, plusieurs tableaux. Alors, cervicalgie aiguë avec ou sans torticolis, cervicalgie chronique, cervicalgie avec signe de compression, donc névralgie cervico-brachiale. On peut avoir même une myélopathie d'origine arthrosique ou parfois une insuffisance vertébro-basilaire. On va y revenir tout de suite. Alors, les symptômes qui vont évoquer une cervicalgie commune, donc c'est une douleur typiquement mécanique, postérieure, parfois irradiante vers la nuque ou les épaules. Généralement, il y a de la raideur. Et puis, donc, il faut chercher les facteurs favorisants, les mauvaises attitudes, les mauvaises postures. Je vous ai parlé des smartphones maintenant qui sont devenus une véritable épidémie de douleurs cervicales à cause de la malposition du rachis. Qu'est-ce qui fait souffrir les malades? Alors, l'origine de la douleur exacte n'est pas toujours évidente. Et c'est pour ça qu'on préfère parler de cervicalgie commune. On n'est pas sûr que ce soit les lésions arthrosiques qui soient douloureuses. Généralement, c'est la contracture musculaire qui est à l'origine des douleurs, mais ça peut être l'arthrose discale, ça peut être une arthrose interossaire postérieure, ça peut être une encarthrose. Donc, je vous l'ai dit sur le plan ancien, quand on va chercher à la radio, on va trouver beaucoup de lésions
et il n'y a aucune concordance entre la clinique et les lésions radiologiques. Ça, c'est fondamental. Est-ce que le malade va vous dire, est-ce que mon arthrose va guérir? Évidemment, les lésions ne vont pas disparaître, ils ne pourront que s'aggraver dans le temps, mais il n'y a aucune corrélation. On peut avoir de l'arthrose cervicale et vivre tout à fait normalement. Par contre, ce qui fait souvent mal, c'est les contractures musculaires. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure des facteurs psychologiques à évaluer de façon systématique. Donc, qu'est-ce qui peut faire mal dans les pathologies communes? J'en ai parlé, l'arthrose, essentiellement la dyscarthrose, mais ça peut aussi être donc, des cervicalgies dans le cadre d'une fibromyalgie, plus rarement une maladie forestière, une ossification ligamentaire, des cervicalgies spastiques, ou le syndrome de cou de lapin que je ne vais pas détailler puisque c'est une pathologie complètement à part. Alors, maladie forestière, c'est une pathologie un peu méconnue, fréquente. C'est une ossification ligamentaire. Généralement, ça ressemble un peu à la spondylarthrite ankylosante, sauf que c'est des sujets plus âgés de plus de 50 ans, généralement associés à un syndrome métabolique, un diabète. Ça, c'est pas très douloureux, ça donne beaucoup de raideur. Les douleurs sont de type mécanique et sont rapidement améliorées par les antalgiques. Alors, pathologie un peu plus rare, l'ossification du ligament postérieur qui peut donner des cervicalgies intenses. Alors, la névralgie cervico-radiale, là on arrive aux cervicalgies associées à des signes de compression. Donc c'est en fait douleur radiculaire, généralement unilatérale, qui va aller dans le membre supérieur, s'étendant du rachis à la main, et le plus souvent en rapport avec une hernie discale qui va comprimer la racine nerveuse. Les localisations territoriales sont importantes, ils ont une valeur topographique, c'est important de retenir un peu ça. Alors, je vous donne les astuces pour les retenir plus rapidement. Généralement, quand c'est le pouce, hein, c'est plutôt C6, les deux doigts du milieu, c'est plutôt C7, le petit doigt, c'est plutôt la racine C8. D'accord? Alors, C5, c'est une douleur très trompeuse parce que généralement, c'est une douleur qui va aller vers l'épaule, et là, le diagnostic différentiel avec la pathologie de la coiffe est un peu plus compliqué. Donc, la névralgie cervico-brachiale est le plus souvent en rapport avec une hernie discale qui va aller comprimer la racine à la sortie du trou de conjugaison. Je vous l'ai dit, les principaux diagnostics différentiels sont essentiellement les pathologies de la coiffe, parfois les syndromes canalaires comme la pathologie du canal carpien ou d'autres syndromes canalaires. 90% des névralgies cervico-brachiales vont guérir par un traitement médical. Et on n'aura pas besoin de demander aucune imagerie. Si jamais le malade ne s'améliore pas sous traitement médical, bien conduit, au moins 3 semaines, 4 semaines de traitement médical bien fait, et quand on pensera à le faire opérer, on va demander une IRM. L'IRM est un examen préopératoire. Il ne faut pas le demander de façon systématique. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont des hernies discales non symptomatiques, et si jamais on fait des IRM systématiques, on va tomber sur des hernies discales, alors que les gens vont bien, ils vont rester focalisés sur ça, et c'est un vrai casse-tête. Donc l'IRM doit rester un examen préopératoire chez des gens qui ne s'améliorent pas après un traitement médical bien conduit, ou bien lorsqu'on a des signes d'inquiétude, évidemment on pense à autre chose, là on peut le demander un peu plus tôt. Donc l'IRM va nous chercher l'étiologie, va confirmer est-ce qu'il y a un vrai conflit disco-radiculaire, elle va montrer la hernie discale et son rapport avec la racine nerveuse. La compression de la moelle part de l'arthrose, qu'on appelle la myélopathie cervicarthrosique, donc c'est une compression médulaire lente, c'est rare, heureusement, mais c'est une pathologie qu'on voit maintenant de plus en plus avec le vieillissement de la population. Ça va se manifester par des troubles de la marche, une claudication intermittente, une fatigabilité, un syndrome neurologique, un syndrome pyramidal, des troubles de la sensibilité. Là, il faut faire l'IRM rapidement. Le diagnostic va reposer sur l'IRM qui va montrer la compression médulaire avec un signal sur la moelle. Là, c'est des patients à opérer rapidement, même si le résultat n'est pas toujours très bon, parce que comme la compression est très lente, il y a souvent une atteinte vasculaire sur le long terme et la récupération peut être inconstante. Alors,
on reçoit beaucoup de malades qui sont adressés par les ORL parce qu'ils ont un vertige qui ne s'améliore pas et ils leur font une radio, ils trouvent de l'arthrose, ils nous les envoient, c'est l'arthrose qui donne le vertige. C'est très rare que l'arthrose cervicale donne un vertige. Comme l'arthrose cervicale, je vous en ai parlé sur la radio, est quasi constante. Pour rattacher le vertige à l'arthrose, il faut vraiment que l'arthrose soit sévère, que le vertige soit vraiment positionnel dans certaines positions du rachis, etc. Mais bon, c'est possible et le diagnostic est plutôt difficile. Alors, comment on va traiter ces cervicalgies? Donc, les cervicalgies aiguës, généralement, il faut mettre au repos de courte durée, donc pas de port de minerve pendant très longtemps, généralement une semaine, 10 jours, pas plus. Des antalgiques, des anti-inflammatoires, des meilleurs relaxants. Il vaut mieux éviter la corticothérapie, la rééducation, les manipulations, ce genre de choses dans les cervicalgies aiguës. En cas de névralgie cervico-brachiale, c'est à peu près la même chose, mais là, la corticothérapie peut être utile en cure courte, donc une dizaine de jours, pas plus. Les antalgiques, palier 2, voire palier 3 dans certaines névralgies cervico-brachiales intenses, peuvent être utilisés. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la chirurgie, c'est vraiment les cas d'échec de traitement médical, donc les rares cas où il y a un déficit neurologique ou un syndrome grave de compression radiculaire ou médulaire. Donc c'est vraiment des cas particuliers et surtout insister sur la corrélation avec l'imagerie. Donc quand on fera l'imagerie, il faut vraiment que l'imagerie montre qu'il y a un vrai conflit disco-radiculaire pour aller opérer, pour avoir un bon résultat. Alors pour les cervicalgies chroniques, c'est là où les conseils vont être très utiles. Mettre au repos relatif le rachis cervical, surtout insister sur les corrections des positions, le travail, l'ordinateur chez soi quand on utilise une tablette ou un smartphone. Conseiller par exemple dans les métiers, les gens qui travaillent beaucoup sur ordinateur 8 heures par jour, en station assise, de faire des étirements toutes les heures et demie, de se lever, de bouger un petit peu, étirer son rachis. Conseiller l'activité physique, quelle qu'elle soit, mais une activité régulière de relaxation, d'étirement du rachis. Les traitements médicamenteux, antalgiques, myorelaxants. Pas d'anti-inflammatoires au long cours, c'est pas le traitement des cervicalgies. Et puis surtout, la prise en charge de la composante psychosociale. Si vous n'évaluez pas et ne traitez pas correctement ce côté-là, les malades ne vont pas s'améliorer. Alors la rééducation va être très utile là aussi dans ce genre de situation. Donc, quel que soit le type de rééducation, le plus important, ça va être le renforcement musculaire, la physiothérapie, les différents types de physiothérapie. Je ne vais pas insister dessus. Voilà, donc je suis dans les temps. Les cervicalgies, c'est un motif fréquent de consultation. Alors, stratégie, je rappelle les messages clés. D'abord, on élimine ce qui ne vient pas du rachis cervical. On élimine les causes graves, d'accord, le cervicalgie symptomatique. Et puis, quand on va retenir cervicalgie commune, là, prise en charge personnalisée en fonction de ce que je vous ai dit. Essentiellement, ne pas oublier les facteurs psychosociaux qui sont des facteurs confondants très importants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Galoï. On va prendre quelques questions, 2-3 questions s'il vous plaît. Et après, oui, d'accord. Le magnésium peut être utile dans de petits cas de stress du quotidien. Quand il y a une vraie pathologie anxieuse ou dépressive, il est insuffisant. Et j'ai des gens qui sont un petit peu stressés, comme ça peut aider. C'est pas vraiment Quand on parle de colique cervicale de courte durée, c'est-à-dire 8 jours, 10 jours, voilà. Parce qu'au-delà de 10 jours, il y a un risque d'amyotrophie. je reçois un patient qui est un tout petit peu liquide, ça peut être pendant une semaine. Avec la il n'a rien montré, seulement l'allergie. La gestion de l'hypnose.
je n'ai pas parlé de diagnostic indicatif peut être prise de déficit grave. Donc, si vous avez un psychologique qui ne traite à rien après plusieurs c'est postulat. Non, c'est-à-dire que là, vous êtes encore à 10 jours. À 10 jours, à mon avis, vous changez de traitement et essayez encore autre chose. Et si au bout de 15 jours, vous avez une contracture complète qui ne s'améliore absolument pas, il faut explorer, demander une IRM, voir s'il n'y a pas de cause plus grave sous-jacente. Alors, il y a plein de pathologies qui peuvent donner ce genre de choses.